Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y a quelques semaines, jeudi matin comme ça, tu nous avais proposé un entretien dans ton balado contact avec le premier ministre, avec François Legault. Et là, ce matin, celui qui se présente comme son principal adversaire, si on se fie au sondage, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec qui j'avais pris rendez-vous il y a un an, mais ça a été long avant que ça aboutisse. Je l'ai enregistré lundi lorsque j'étais de passage à Montréal. Effectivement, quelqu'un qui est dans les sondages en tête depuis à peu près 18 mois dans les intentions de vote. Le parti comme le chef, avec toute la pression que ça exerce évidemment sur la formation politique. C'est une des choses d'ailleurs qu'il me disait, qu'ils n'ont pas de moyens comme groupe parlementaire qui serait à la mesure du type de pression qui s'exerce pour eux. Et je lui dis, ouais, mais là, la pression... Je sais de quoi il parle. Oui, mais en même temps, je lui dis, il faut vous faire à l'idée, là, si vous voulez être le premier ministre du Québec, il va falloir apprendre à vivre avec la pression, parce que en commençant cette conversation, un peu comme je l'avais fait avec François Legault, je lui ai parlé de son rapport à la presse, qui est pas toujours facile. On en a déjà parlé, toi et moi, Mario, de ce qu'ils ont apparemment. Et le chef, des fois, la peau courte, l'épiderme sensible. Alors, il dit non, c'est pas vraiment ça. Moi, j'aime ça rectifier les faits. Je suis du genre à mettre les barres sur les T, les points sur les I. J'aime pas qu'on reste sur une impression qui ne serait pas fondée. Donc, même si on me conseille dans mon entourage, souvent, de faire le dos rond, de laisser passer. Je suis tatillon, c'est ma méthode, mais c'est pas parce que je suis soupe au lait. Je lui ai d'ailleurs posé la question. Je dis, est-ce que vous êtes un peu soupe au lait? Est-ce que vous êtes colérique? Avez-vous des... Et il dit, non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, il a pas particulièrement aimé la question, disons les choses comme ça. Mais au cœur de l'entretien, évidemment, ce qui nous anime beaucoup, parce qu'il y a des sujets importants, et particulièrement quand on se destine à être premier ministre, pour moi, la curiosité, parce que je l'ai entendu là-dessus, c'est la question de ce que, oui ou non, il y a encore des enjeux de corruption liés à l'industrie de la construction. Depuis la commission Charbonneau, on pensait avoir purgé ça. Or, il le dit, construire au Québec pour le gouvernement, c'est souvent 2, 3, 4 fois plus cher que pour des équivalents ailleurs, que ce soit des écoles, des hôpitaux ou des ponts. Alors, voici sa réponse. Il y a personne qui va jamais me convaincre que lorsqu'on bâtit de l'infrastructure puis que le projet coûte 3, 4 fois plus que ce que ça devait coûter ou que ce que ça coûte ailleurs, il y a personne qui va me convaincre que la personne en charge, c'est-à-dire le ministre, puis les sous-ministres puis l'appareil de l'État, qu'il y a personne qui allume puis qui se dit « Hey, c'est un problème parce qu'on pourra pas construire le nombre d'écoles dont on a besoin si nos écoles nous coûtent 3 fois plus cher. » Il faudrait croire que les gens sont à ce point baignés qu'ils sont pas capables d'allumer sur le fait que il y a un gonflement totalement anormal des prix. Tu sais, on nous vend un peu ça comme de l'incompétence, de la paresse, un peu comme ce témoignage récemment là, à la commission sur Saclic où la dame en charge de l'appel d'offres dit « moi, on travaille fort, c'était compliqué, fait qu'on s'est jamais posé la question des dépassements de coûts. » Voyons donc. À quoi servez-vous alors? C'est ça, j'ai trop de respect pour l'intelligence des gens pour qu'on me fasse avaler. Il y a personne dans cette boîte-là qui s'est posé la question des dépassements de coûts. Un instant. Ouais. Un instant, en effet. Ouais. Alors, il parle pas de corruption parce que c'est un bon avocat. Il sait que les mots ont leur importance. Mais quand je lui dis, est-ce que tout ce que vous détaillez ressemble à de la corruption? Il dit évidemment oui. Sinon, c'est des pratiques monopolistiques qui font que le gouvernement, quand il cherche un interlocuteur pour construire, n'arrive pas à avoir des prix compétitifs. Chose certaine, c'est un cul-de-sac pour les finances publiques. C'est certainement une question importante qui soulève. Mais pour l'avoir déjà posé à des gens de l'industrie de la construction, puis je les défends pas, mais je veux juste dire, ce qu'ils répondent, c'est construire pour le gouvernement. C'est sûr que ça coûte plus cher parce que le gouvernement, il est fou, là. C'est dans le sens que il change d'idée tout le temps. Il sait pas ce qu'il veut. Tu comprends? Ça commence, c'est une affaire. Le projet change en cours de route. Tu comprends? Tu parles à un fonctionnaire, tu parles à... Les gens de la construction, c'est ce qu'ils vont dire. Tu sais, si tu construis une usine pour un privé, il va te dire, voici ce que je veux, tu y fais. Si tu fais quelque chose pour le gouvernement, ben, tu sais, c'est ce qu'on entend dans l'autre camp, là. Alors, possible, mais les dos d'âne à 10-12 000 $, comme le dit le chef du Parti québécois, est-ce que c'est un prix compétitif? On peut se poser la question. Puis ça commence là. Après ça, quand tu fais le pont de l'île aux Tourtes et que tu es à
4, 5, 6 fois les coûts prévus initialement. Ouais. C'est pas juste de l'inflation qui rentre en ligne. Non. Puis tu sais, la mairesse de Longueuil qui dit, moi, je peux plus faire changer une lumière, un feu de circulation en bas d'1 million. Ben, c'est sûr que les administrations publiques peuvent plus faire construire. Là, ça coûte trop cher. Bon, tu as parlé de souveraineté, évidemment. Il en a beaucoup parlé. Il est convaincu que même si c'est un obstacle à son succès électoral, ça sera au cœur et à la périphérie de son discours. On passe pas à côté, on change pas de point de vue. Mais il est surtout convaincu que c'est plus un seul enjeu pour le Québec. Alors il dira, il y a l'Alberta, où il y a des sondages qui des fois donnent la souveraineté, l'indépendance au-dessus de la jauge québécoise. Mais c'est vrai pour beaucoup de provinces canadiennes qui de plus en plus réfléchissent en termes d'autonomie. On l'écoute. Le Canada est un pays qui a ses propres enjeux en ce moment. Donc, il est lui-même en évolution. C'est pas rien lorsque Pierre Poilievre a décidé que sa campagne portait sur le concept de Canada is broken. C'est un fait. Le Canada est cassé? C'est symptomatique là, que plusieurs autres provinces canadiennes n'attendent plus le Canada dans leur représentation auprès des États-Unis. Donc, se comportent essentiellement comme pays. Que l'indépendantisme soit presque aussi fort, même dans certains sondages, plus fort en Alberta qu'au Québec. Il ne faut pas présumer que le Canada va être en mesure ou vouloir tout jouer advenant un vote québécois pour que le Québec devienne un pays, parce que ça se peut très bien que d'autres régions du Canada constatent cela puis disent, nous autres aussi, on était pas mal rendus là. On est pas mal rendus là. C'est donc dire, selon lui, on pourrait se retrouver dans un scénario où Québec ferait ses choix, puis il y aurait des provinces pour comprendre et ne plus faire pression sur Ottawa pour ralentir la marche. Je te dis pas que c'est ce qui va se passer. Non. C'est la vision de PSPP. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à ces mouvements qu'on dit indépendantistes dans l'Ouest canadien. Puis pour moi, c'est des alliés potentiels en termes d'autonomie pour le Québec. Je suis pas sûr qu'ils ont la même définition. Je suis pas sûr que si M. Saint-Pierre Plamondon prenait un café avec un type de l'Alberta rural, là, qui se dit oui. Je pense qu'eux autres, là, tu sais, c'est comme je vais faire une grosse farce d'Yvon Deschamps, mais je pense que c'est encore bien plus en Alberta, une Alberta souveraine dans un Canada uni, là. Tu sais, je pense pas qu'ils ont l'idée de faire de l'Alberta un pays souverain puis de briser le Canada. C'est comme, à mon avis, c'est plus flou que ça, là, dans l'Ouest canadien. C'est pour ça que je parle de mouvement autonomiste, qui serait peut-être une couleur de gris. Je lui ai aussi posé la question et la réponse est intéressante parce qu'il zigzague. J'ai pas d'extrait de faire entendre là-dessus, mais est-ce que Trump devient un allié des souverainistes dans une perspective où il veut faire du Canada le 51e État? Est-ce qu'il s'arrangerait bien avec l'idée que le pays se disloque? Alors, l'avocat zigzague autour de ça. C'est une question intéressante. Sur les raisons, parce qu'évidemment, c'est toujours en opposition à quelque chose qu'on fait l'indépendance, de moins en moins pour des raisons culturelles, de plus en plus pour des raisons économiques, parce qu'on dépenserait mal notre argent à Ottawa. Je suis pas sûr que c'est un argument qui parle au cœur des gens, mais il est, lui, convaincu qu'en matière d'immigration, puis on a eu ces conversations depuis plusieurs mois, plusieurs années même, il va assez loin quand même. Pour lui, l'affaire Roxham, c'était au plus haut niveau de l'appareil fédéral pour M. Trudeau un choix de laisser faire l'immigration illégale, je dis bien l'immigration illégale, pour ajouter au sentiment de submersion. On écoute l'extrait. Le Canada a imposé, particulièrement au Québec, à travers l'épisode Roxham, imposé un flot migratoire dans un modèle. Donc, Roxham, pour vous, c'était consenti. C'est-à-dire que c'était... Tu as le tweet de Justin Trudeau, puis là, le crime organisé rentre là-dedans, puis fait de la traite de personnes. Donc, le gouvernement, par-delà la politique dynamique d'immigration légale, parce qu'on fait rentrer légalement beaucoup de gens au Canada. Roxham, c'était à dose pas toujours homéopathique, une manière aussi de faire rentrer davantage d'immigrants chez nous. Bien sûr. Qui est à les régulariser plus tard. Et de saboter le modèle québécois, de saboter notre cohésion sociale. Parce que le modèle québécois en immigration fonctionnait somme toute. Tu avais d'excellentes candidatures dans des chiffres autour de 30-35 000, donc qui ne causaient pas de crise du logement, on voyait pas de recul du français. C'est un modèle qui fonctionnait. Ce que Justin Trudeau, dans ses presque 10 ans, amène, c'est un sabotage intentionnel du modèle québécois. Ouais, sabotage intentionnel. C'est assez gros comme accusation. Finalement, tu t'es intéressé à quelque chose de un peu plus biographique, est-ce qu'il aurait pu forger sa personnalité? Parce que je reviens à ce qu'il disait sur les médias, là. Moi, je suis partagé là-dessus parce que je reconnais son intérêt pour les faits. Et parfois, pour rectifier les faits, il fait des textes d'une longueur impressionnante. On pourrait dire c'est bien trop long. Mais les arguments sont là, la rigueur intellectuelle est là. Donc,
comme on dit, il agit conformément avec ce qu'il dit et de ses principes, pis ça, je respecte ça. En même temps, c'est pas lui le boss des médias. Et moi, ce qui m'inquiéterait être membre du PQ aujourd'hui, c'est de te dire, OK, je vais dire quelque chose qui va le faire sursauter, mais il est l'enfant chouchou des médias québécois, là. Je veux dire, il vit pas, mettons, ce que moi j'ai vécu en 2002 ou en 2007 où, tu comprends, du matin au soir, à tous les postes, on parle contre toi, toute la journée. Radio-Canada à temps plein, les autres à 90%, mais toute la journée, tout le monde parle contre toi, tout le temps. Il est l'enfant chouchou présentement, là, protégé. Je dis pas que tout le monde parle toujours en faveur de lui, il a pas toujours raison, Stéphane, mais je veux dire, il n'est pas présentement le mouton noir. Sur la sellette. Ben non, pense à ce qu'a vécu François Legault, pense à ce qu'a vécu Québec solidaire dans la dernière année, tu sais, attaqué de toutes parts, les libéraux des dernières années, attaqués de toutes parts, on rappelle toujours leurs insuccès, puis ils collent pas chez les francophones. Imagine si lui vivait une année comme ça, là, où il fait quelques erreurs, on y reproche certaines affaires, et là, il se met tout le temps du négatif sur lui. Je sais pas ce qui arriverait, là. Est-ce qu'il passerait à travers ça? C'est une question fondamentale, parce que c'est ça aussi d'être premier ministre, d'être aux commandes, c'est d'être capable de résister à la pression. Or, pour l'instant, elle est pas énorme, cette pression, même s'il dit... il est l'enfant chéri des médias, là. Lui, il le voit pas comme ça. Dirait. Non, mais lui, il voit pas Moi, comme ça. je pense qu'il a... Je dirais que je crois aussi qu'il y a une certaine sensibilité. Il faut apprendre à composer avec ça, composer avec les responsabilités. Mais j'ai dit détour biographique, ou t'as dit détour biographique, parce que je l'ai jamais entendu aller aussi loin, et c'est très intéressant. Super intéressant, là. C'est révélateur. Il dit, moi, j'ai vécu 1 an en Scandinavie chez un pasteur luthérien. Ça a changé mon logiciel, ma vision du monde, la rigueur austère de l'Église luthérienne. On est très, très loin de la culture catholique. Fait que même avec mes équipes, on me comprend pas toujours parce que je pense autrement, et l'exigence d'intégrité, de vérité, alors on dira tous les politiciens se réclament de ça, mais la sienne, orienté par cette expérience avec l'Église luthérienne. On écoute. Je suis un luthérien scandinave dans un environnement qui n'est pas programmé comme moi je pense. Moi, le résultat importe davantage que l'intention. Moi, j'ai été vraiment encadré par les Scandinaves, puis ensuite les Britanniques. Ça m'a influencé d'une manière ou d'une autre. C'est drôle parce qu'on ferme la boucle de l'entrevue. Au début, on parlait du rapport à des chroniques qui disent quelque chose d'inexact. Puis on me conseille que pour mon propre intérêt, puis pour m'éviter des embrouilles, je devrais laisser passer parce qu'au fond, tout est relatif. C'est pas grave. Dans mon esprit à moi, le bien commun est servi seulement si on tente de s'approcher de la vérité et que cette vérité-là n'est pas qu'intention, qui peut être pardonnée, mais elle est résultat, elle est dans le concret. Donc là, on tombe chez les méthodistes en Angleterre, on tombe chez les luthériens en Scandinavie. Il y a évidemment des fondements philosophiques et théologiques à l'engagement politique. S'il n'y en a pas, c'était peurant. Wow. S'il n'y en a pas, c'était peurant. Très intéressant. Oui, exactement, des fondements théologiques à la pensée de Paul Saint-Pierre Plamondon. Personnellement, alors on dira c'est bien pointu, c'est un détail, je ne pense pas que c'est un détail. C'est fondateur. Je pense que c'est la clé qui nous permet de comprendre le personnage. C'était pas de la bullshit. Il disait pas ça pour épater la galerie. Je pense qu'au contraire, c'est un peu comme se mettre à nu, comme jamais je l'ai entendu. C'est juste que la notion de la vérité, tu comprends? J'assoirais sur les deux chaises à ma gauche et à ma droite un indépendantiste convaincu, puis quelqu'un qui est très attaché au Canada, puis qui aime l'histoire du Canada, puis qui pense que les deux auraient leur vérité. En politique, là, chacun a sa vérité. Là, qu'est-ce qui crée l'emploi et la prospérité? J'inviterais de Québec quelqu'un de Québec solidaire, puis j'inviterais Éric Duhaime. J'aurais deux vérités différentes sur ce qui est bon pour l'économie puis ce qui est bon pour la prospérité. C'est juste ça, là, qu'à un moment donné, le débat public... Tout ce qu'on espère, c'est que les faits ne soient jamais alternatifs, mais je suis d'accord avec toi que la vérité peut être en partie subjective selon que l'on pense une chose ou une autre. Entretien passionnant. Vraiment, j'ai adoré la rencontre. J'espère que ça permettra à ceux qui prendront le temps de l'écouter de découvrir un personnage peut-être différent de celui qu'on imagine, sinon qu'en bon avocat, il sait aussi répondre aux questions. Hey, merci Stéphane. À demain. Cube.